Compatriotes congolais, nous voici une fois de plus au rendez-vous pour parler de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes bien sûr le dimanche 26 septembre 2021 et comme nous l'avons dit, nous sommes droit à notre rendez-vous et nous allons parler de cette situation politique sur Franck Diongo qui... En fait, moi-même, je ne me suis pas retrouvé dans son discours. Voilà, nous allons voir clairement toutes ces choses et nous allons voir vraiment le mensonge qu'il a pu filtrer qui ne répondent pas réellement à la réalité de la lutte telle que elle a été conçue par les 13 parlementaires parce que c'est de là d'où est venu le combat de résistance. Donc voilà, nous allons y arriver dans toute... Nous allons y arriver bien sûr tout de suite là. Mais avant cela, nous allons parler un peu de quelques informations qui se sont passées au cours de cette semaine. Il s'agit beaucoup plus du discours de Félix Tshisekedi au niveau de la 76e Assemblée des Nations Unies. Et ce discours, je vous assure, c'est un discours très musclé, c'est un discours très franc. Félix a assez montré très franc. Et comme il a toujours été, il a fait un discours vraiment équilibré, un discours responsable. Il a exprimé les ambitions de l'Afrique, il les a exprimées clairement et il a fait savoir que l'Afrique pourra se développer avec ou sans l'aide des Occidentaux. En tout cas, il a été clair là-dessus. Et il a appelé, comme d'habitude, il a appelé à la paix, il a appelé à l'amour des uns et des autres. L'amour du monde et l'amour de tous les citoyens qui sont en train de vivre dans ce monde. Donc, en fait, les discours d'aimer le Congo et aimer le Congolais. Donc, c'est un peu, au niveau national, ça peut s'exprimer de cette manière-là. Donc, en conclusion, ce discours a été magistral dans le sens que c'est un discours qui a jeté le pavé dans la mare. Vous savez, nous avons les deux discours. Le premier qui avait jeté le pavé dans la mare, c'est celui de Mobutu. C'était en 1973. Et ce discours était magistral dans le sens que Mobutu avait réveillé la conscience des gens qui exploitaient le pétrole, c'est-à-dire ceux qui sont au Moyen-Orient. À cette époque, le baril coûtait 15 $, donc le baril de pétrole. Mais après le discours de M. Mobutu, qui avait démontré les injustices qui sont dans le monde, notamment avec le pétrole, où on voit les gens qui souffrent, alors que ce sont eux qui font marcher le monde. Et au lendemain, au lendemain de ce discours, le baril de pétrole s'est vendu à 50, puis à 80, c'était arrivé même jusqu'à 100, même jusqu'à 120. Donc c'était presque une crise. Bon, actuellement, ça tourne autour de 80 $ le baril. Mais c'était à cause ou grâce à ce discours-là. Mais le discours du président Félix, lui, a réveillé encore la conscience. Et il a jeté le pavé dans la mare dans le sens que il a démontré que l'Afrique, qui est l'avenir de demain, l'avenir de maintenant, doit avoir 2 sièges au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et ça, c'est quelque chose qui est venu des Africains eux-mêmes. Et de surcroît, pas un simple président, mais un président de l'Union africaine. Et voici comment ça va se passer. C'est-à-dire, l'équilibre du monde va changer. Au début, nous avions les trois, c'est-à-dire les États-Unis, la France et l'Angleterre, face aux deux, c'est-à-dire la Russie et la Chine. Donc chaque fois qu'il y avait vote, c'était toujours les trois qui gagnaient et la Russie et la Chine étaient toujours traînées. Bon voilà. Et tout cela fera que maintenant, eux, ils doivent appuyer l'Afrique parce que l'Afrique, c'est l'avenir de ce monde. Ils doivent appuyer en lui donnant 2 sièges. Et des 2 sièges, même s'ils lui donnaient 1 siège, il n'y a pas de problème. Mais l'Afrique va s'appuyer maintenant, va commencer à trancher. Il n'y aura plus maintenant de 3 contre 2, mais il y aura parfois les 3-3. Et si
Puis encore qu'il y a deux sièges, c'est-à-dire c'est l'Afrique maintenant qui sera le grand arbitre. Donc prenez un peu cela au sérieux. Donc Félix vient de jeter vraiment le pavé dans la mare. Alors la deuxième information, c'est celle-là que vous connaissez tous, ça circule sur le net partout. C'est sur l'affaire de Gisèle Mpela. Gisèle Mpela, c'est la femme de Félix Tshisekedi. C'est sa femme. Et le problème a été très mal résolu et mal tranché. Et Gisèle Mpela, c'est la victime. Elle est la victime parce qu'elle ne connaît pas la culture Luba. Elle est la victime parce que les gens qui devraient appliquer cette culture ne l'ont pas fait. Sciemment, on ne sait pas. Mais voici comment les problèmes se traitent chez les Baluba. Le Baluba, il y a deux stades de ce problème. Il y a le plan juridique. Sur le plan juridique et sur le plan de l'ordre dans la cour. Sur le plan juridique, toutes les femmes s'équivalent. Vous pouvez être mari de 5, 6, 7, 10 femmes, toutes ces femmes s'équivalent. Donc, et cela fait que, pourquoi il y a cela? Parce que la première épouse peut ne pas mettre au monde des enfants mâles. Si la première épouse fait que des enfants femelles qui ne vont pas hériter le trône, ça risque de poser le problème. Voilà pourquoi on cherche toujours qu'il y ait les hommes, voilà, des choses comme ça. Et la deuxième femme qu'on épouse peut ne pas mettre au monde un enfant mâle. C'est ainsi que ça continue, ainsi de suite. Alors, si, au moment où nous parlons, si Gisèle Mpela a un enfant mâle qui est plus âgé, qui a un nombre d'âge par rapport à l'enfant mâle de Denise Nyakeru, c'est l'enfant de Gisèle Mpela qui va hériter le trône de Félix. Parce que, ne vous en faites pas, nous sommes déjà dans la dynastie Tshisekedi, qui va d'ailleurs continuer pendant plusieurs générations. Et cette dynastie, pour le moment, est conduite par Félix Tshisekedi. À la mort de Félix Tshisekedi, si l'enfant de Gisèle, mâle, est le plus âgé, c'est celui-là qui va hériter le trône. Ça, nous comprenons. Alors, c'est le trône de Bakwa Ntombolo, parce que Félix, lui, est Mukwa Ntombolo. Moi, je suis Mukwa Lukanda. Donc, Félix est Mukwa Mpuka, Mukwa Ntombolo. Moi, je suis Mukwa Jishi, Mukwa Lukanda. Donc, c'est comme ça. Donc, au Kasaï, il faut toujours vous définir et vous situer. Mukwa, ça signifie deux. Donc, lorsqu'on dit Mukwa Mpuka, c'est-à-dire deux Mpuka. Mpuka, c'est leur chef les plus âgés, l'aïeul des l'aïeul, tout ça. Et Bakwa Ntombolo, maintenant, c'est un peu plus rétréci. Hein, donc voilà, nous allons aller petit à petit. C'est ainsi que moi je suis Mukwa Jishi, c'est très grand. Tous les Miadi, c'est Bakwa Jishi. Après, je suis Mukwa Lukanda parce que je suis de la collectivité de Chilundu là-bas. Et puis, on peut encore reculer, je suis Mukwa Balela, donc je suis de la famille Bakwa Balela. Et puis ici, on va vous dire, mais Mukwa Balela, il est de quelle maison? Mais moi, je suis Mwena Kapa Ambu. Donc, c'est comme ça que ça se compte au niveau du Kasaï. Donc, vous avez compris que sur le plan juridique, toutes les femmes s'équivalent et tous les enfants s'équivalent. Maintenant, il y a le problème hiérarchique. C'est là où le problème où il y a un peu de trouble. Sur le plan hiérarchique, c'est la première dame qui est la mère de la cour. Cette dame a une grande force, celle qui détient la vie et la mort du mari. Donc c'est Nyakeru qui est là et qui ne peut jamais accepter qu'on tue son mari avant elle. Donc c'est celle qui s'interpose entre tous ceux qui veulent faire du mal à Félix. C'est Nyakeru. Donc c'est elle est le bouclier pour arrêter toutes les flèches qui sont visées sur Félix. Et elle a tout le pouvoir. Ça, les Kasaï, vous reconnaissez cela. Ainsi, avec ce pouvoir dans la cour du roi, tous les autres, la deuxième, par exemple, Gisèle Mpela, doit du respect à Nyakeru. Elle lui doit du respect.
La troisième doit du respect à la deuxième, puis du respect à la première. La quatrième doit du respect à la troisième, puis à la deuxième, puis à la première. C'est comme ça que ça se passe. Alors maintenant, comment devrait se régler ce problème? Admettons que Denise Nyakeru a constaté dans la cour, parce que c'est elle qui est chef, elle a constaté dans la cour que Gisèle ne se conduit pas bien. Elle fait des choses qui lui passent par la tête, elle met la vie de son mari en danger. Ça, c'est très important que vous puissiez suivre. Gisèle a commencé à faire des choses de nature à mettre la vie de Félix en danger. Alors, la première dame doit être là pour bloquer cette affaire-là. Alors, comment maintenant Denise Nyakeru, qui n'a pas peut-être agi de la bonne manière, voici comment ça se passe. Denise Nyakeru devrait aller jusqu'à voir Gisèle Mpela et lui faire voir que voilà, ce que tu es en train de faire, ça ne se fait pas, ainsi de suite. Regardez, nous sommes là, nous allons mettre la vie de notre mari en péril, nous allons tous le rater, ainsi de suite, ce n'est pas bien. Si maintenant Gisèle n'écoute pas Denise, Denise ira chez la maman maintenant, c'est-à-dire chez Marthe, maman Marthe. Si Etienne Tshisekedi était vivant, c'est là qu'on devrait aller. Et maman Marthe allait convoquer maintenant Gisèle pour lui faire les mêmes reproches en soutenant Nyakeru, pour lui dire que ce n'est pas ça, ça ne se fait pas, ainsi de suite. Si Gisèle n'écoute pas, à ce moment-là, on doit faire maintenant venir les Bakwan Tombolo. Le chef du village de Bakwan Tombolo va venir. Parce que là, on n'est pas encore arrivé au niveau supérieur. Parce qu'il faut arriver même jusqu'à Mupompa. Alors, le chef de Bakwan Tombolo maintenant va voir Gisèle. Et c'est là où les sanctions maintenant vont tomber. Et les sanctions, ce n'était pas de la renvoyer, s'il vous plaît. Ce n'était pas de la faire quitter la RDC. La solution devrait tout simplement être, à ce moment-là, on devrait lui bannir certaines choses, tu ne dois pas faire ça, ainsi de suite. Et aussi, donc ce sont les sanctions. Et puis, on devrait lui apprendre la culture Loba. Et à ce moment-là, si elle continue, on devrait la renvoyer maintenant à Mupompa. C'est là où on devrait le renvoyer. D'aller habiter dans la maison où habitait Etienne Tshisekedi là-bas. Donc c'est là à Mupompa. Donc c'est là où maintenant elle devrait être là avec les enfants et non les envoyer en Europe. Ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Donc Gisèle Mpela devra retourner au pays. Et les chefs Mupompa, les chefs de Bakwan Tombolo sont là, les sages sont là, ils vont se mettre et ils vont faire voir. Et si Gisèle est toujours têtue, à ce moment-là, on prend la dernière mesure, c'est de lui ravir d'abord tous les enfants et puis de la chasser et qu'elle ne peut plus, voilà, qu'elle ne peut plus même voir les enfants. Voilà comment nous, les Baloba, nous traitons cette question. Voilà, je crois que vous avez compris. Voilà, maintenant nous passons un peu aux choses. Pourquoi je suis là. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 26, le 26 septembre 2021. Et nous sommes là, bien sûr, pour parler de ce que Franck Diongo est en train de faire. Il est en train de dénaturer même le combat. Et pourtant, c'est lui qui était resté longtemps à côté d'Etienne Tshisekedi. Il a été sous les enseignements d'Etienne Tshisekedi. C'est avec lui, Franck Diongo, qui s'est battu bec à ongle à côté de Matanda Mamboyo Koudiakubanza. Il s'est battu pendant la CNS à côté de Mende Omalanga, Olenga Nkoy, Eve Bazaïba, Martine Nolé. Donc ce sont des attaquants de pointe de Etienne Tshisekedi. Lorsque vous avez entendu la CNS changer, parce que tous étaient entrés comme les Mobutistes, mais tous sont sortis tshisekidistes. Qui ont fait ce travail? Ce sont les Franck Diongo. Ce sont des attaquants de pointe. Maintenant, je vous dis sincèrement que le plus petit dans
l'UDPS actuel, je parle de l'UDPS de Jean-Marc Kabound et Augustin Kabouya. Le plus petit que l'on peut trouver dans cette UDPS, comme par exemple Trésor Lumbu, par exemple Gulu Bokwata, des choses comme ça, Bokwala, ils sont petits dans l'UDPS, mais ils sont de loin très grands par rapport à Franck Diongo. Ça, c'est la conclusion que j'ai tirée. Donc, les plus petits dans l'UDPS sont de loin plus grands que Franck Diongo. Franck Diongo a menacé d'amener le peuple dans la rue si la constitution de Sun City n'était pas respectée. C'est-à-dire, si cette constitution venait à prendre la loi Singipululu et Tchani et le faire passer au Parlement, lui, Franck Diongo, allait amener... donc pour lui, Franck Diongo, ça signifie qu'on a violé la constitution de Sun City. Et Franck Diongo est allé encore très loin, il a parlé de violations des droits, ainsi de suite, tout ce qu'il a parlé un peu de trop de négatifs sur Félix. Mais ce n'est pas ça le cas, vous savez. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Félix n'a pas le pouvoir réel pour faire des manœuvres. Parce que le problème qui est là, c'est que dans toute révolution, toutes les personnes qui se sont battues devront être rémunérées. Et nous voyons là, Franck Diongo, en principe, enfin, nous sommes en train de voir, il n'a pas géré, bon, peut-être, bon, voilà, mais il n'a pas vraiment géré. Donc, en fait, il devrait être récompensé. C'est comme ça, dans un combat de révolution, nous avons été tous dans la résistance. Mais lorsqu'on a le pouvoir, on doit partager, on se partage, et c'est comme ça, c'est reconnu comme ça, et c'est comme ça que ça se passe. Mais est-ce que Félix a le pouvoir? Moi, je peux vous dire que non. Félix n'a pas le pouvoir. Le pouvoir, pour le moment, nous aurons le vrai pouvoir. Lorsque vous verrez les combattants de l'UDPS participer à ce pouvoir. Aujourd'hui, est-ce que vous avez vu, par exemple, Christine Mansoni dans ce pouvoir? Claude Kabala, est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu Antoinette Mbelou dans cette affaire-là? Est-ce que vous avez vu, par exemple, Kokongono Akilas? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous avez vu Willy Minga Kwete? Donc, il y a des noms que vous allez commencer à prendre, et ce sont des noms qui existent réellement, et qui vont faire changer la face de la RDC. Je n'oublie pas Lamba Feza. Donc tout ça, ce sont des combattants de l'UDPS qui se sont battus pour que, et qui continuent même à se battre jusqu'à maintenant. Est-ce qu'ils sont au pouvoir? Ils ne sont pas au pouvoir. C'est vous dire que Félix n'a pas encore la capacité de le placer ou de faire quoi que ce soit, parce que ça n'existe pas. Alors, compatriotes congolais, les choses, tous les temps que Franck Diongo a passé au pied de Etienne Tshisekedi, je peux dire que ça ne lui a rien profité. Rien profité. Et je vais rappeler trois choses à M. Diongo. Je vais dire ceci, que la constitution de Sun City, c'était une affaire de belligérants. C'est-à-dire les gens qui se sont battus, qui avaient la force des armes, ce sont ceux-là qui se sont partagés le pouvoir à Sun City. Et le gouvernement, vous l'avez vu, il était sorti comme ça, ils se sont arrangés pour faire l'1+4, ainsi de suite. Le gouvernement de Félix actuel, c'est un gouvernement issu des élections dernières, là où il y a eu des vrais faux élus. Parce qu'il y a eu des vrais et il y a des faux élus parmi là au Parlement. Alors appelons-le les vrais faux élus. Ce sont eux qui se sont partagés le pouvoir au prorata des sièges acquis. Ça, nous devons être très clairs. Donc, il n'y a pas moyen de prendre... c'est ainsi que vous voyez, les Katumbi sont là, les Bat, ils sont là, parce que ce sont eux qui étaient là, ils ont gagné. Si les gens comme les Fayou l'avaient aussi, dans leur, même vous, Franck Diongo, dans votre parti, vous aviez 5, 6, 7 députés, vous devriez avoir aussi même
un siège même d'un vice-gouverneur ou un vice-ministre, et ainsi de suite. Ça, nous devons être très clairs. Ça, c'est la première des choses. Donc, la constitution de Sun City que vous défendez, c'est une affaire de belligérants. Bon, cette constitution que vous appuyez là, cette constitution n'a jamais été votée par les Tshisekedi. C'est-à-dire que Tshisekedi avait demandé à tous ceux qui sont dans la résistance de ne pas voter. Et vous, Franck Diongo, si vous étiez dans cette résistance, vous n'avez pas voté cette constitution que vous prétendez défendre. Donc c'est impossible. Troisième erreur de M. Franck Diongo est que il a très bien rappelé la date du 19 septembre 2016. Mais qu'est-ce qui était à la base de cette affaire-là? Vous vous rappelez bien que nous ne voulions plus cette constitution-là et que nous devrions mettre cette constitution au frigo et mettre en place ce qu'on appelle un régime spécial. C'était ça. Donc la marche-là qui a fait entraîner des morts dont Franck Diongo regrette, tous les Congolais d'ailleurs regrettent, c'était pour l'instauration d'un régime spécial. Cette constitution n'a jamais réuni les Congolais. C'était une affaire des gens qui avaient les armes, ils se sont battus, et voilà, ils ont fait une histoire à leur niveau, et ainsi de suite. Donc, menacer d'amener le peuple dans la rue, c'est vous dire que vous êtes un peu loin de cette réalité. C'est ainsi que je vais vous poser cette question. Est-ce que vous avez compris la stratégie du combat de lutte pour la démocratie et le progrès? Le progrès par les 13 parlementaires. Vous devez comprendre ces choses-là. Si vous n'avez pas ça en tête, en tout cas, vous allez comprendre comment nous allons dire à ce niveau-là. Donc, est-ce que, la deuxième question que je peux vous poser, c'est que, est-ce que vous avez abandonné le combat pour que vous puissiez faire autre chose? Parce que nous sommes, nous, dans la résistance. Et jusque maintenant, nous n'avons pas encore le pouvoir. Les vrais résistants, et c'est ça même, c'est que nous, ce n'est pas seulement nous, la diaspora, nous disons toujours que Félix n'a pas l'entièreté du pouvoir. Donc, cette résistance qui a existé, que Mobutu a cherché à corrompre avec l'argent, avec tous les moyens. Mobutu avait tous les moyens. Aujourd'hui, Félix fait des 3 milliards, des 5 milliards, tout ça. Mais Mobutu en faisait tout le temps parce que la tonne de cuivre allait jusqu'à 1000 $. 1000 $ la tonne. On produisait à peu près 500 000 tonnes. Donc c'était beaucoup d'argent. Et tout s'entrait dans la poche de Mobutu. Il avait tout l'argent pour corrompre tout le monde. Mais pourquoi les 13 n'ont pas accepté d'être corrompus? Donc, s'il s'agissait de pouvoir, Etienne Tshisekedi pouvait travailler avec Mobutu. Et la résistance on allait mettre fin à la résistance. Donc il y a quelque chose qui est plus que ça. Et si aujourd'hui, cette marge, parce qu'aujourd'hui, Félix, je peux vous dire sincèrement, il n'a que 30% du pouvoir. Il n'a pas la totalité du pouvoir. Je vais vous expliquer. Si nous avons les Jacques Chabani qui sont là, qui attendent, nous avons les membres de l'UDPS, les fédéraux, tout ce monde-là devrait avoir des places, devrait avoir des ministres, des chefs d'entreprise. C'était ça le combat. Mais s'ils ne sont pas là, c'est vous dire que Félix a encore des problèmes. Et il faut l'aider pour qu'il ait l'entièreté du pouvoir. D'ailleurs, nous allons le voir. Voilà pourquoi nous attendons les élections de 2023. C'est justement pour que Félix soit très très fort et qu'il ait le temps de diriger et de faire ce qu'il peut bien attendre de faire. Je veux un peu rappeler à Franck Diongo que le combat de résistance de l'UDPS, il a été très fort au Kasaï. Moi, je suis du Kasaï, j'étais là-bas. Et pendant tout le combat de l'UDPS, bon, je ne peux pas vous dire un peu mon histoire, mais j'étais là. Il y a eu des principes que nous avons respectés. Le premier principe que tu es venu nous dire, c'était avec Ndiaoken Ombel. Vous le connaissez, Ndiaoken Ombel, il était parmi les 13 parlementaires.
Ils sont venus en Mbujimaï avec Lusanga Nguele, qui était aussi parmi les 13 parlementaires. Ils nous ont dit ceci. Et cela a révolutionné les Balouba d'ailleurs. Il a dit que ne respectons pas la constitution de Mobutu. C'est à cause de cette constitution que Mobutu est en train de nous avoir. Et c'est ainsi que, dans l'histoire même de l'UDPS, Etienne Tshisekedi, qui était le secrétaire général de l'UDPS, n'a jamais écrit au ministère de l'Intérieur pour lui demander l'agrément. Ça n'existe pas cet agrément. L'agrément qui se trouve dans les mains de Kibasa, c'est une affaire de notre ami, ici c'est qui encore, qui était le ministre de l'Intérieur au moment de la CNS, Mandungu Boulanyati. C'est lui qui a fait, parce qu'on devrait publier la liste. Et que si le nom de l'UDPS ne se trouvait pas sur cette liste, il y aurait un soulèvement et personne ne pouvait comprendre cela. Lunda Bouloul était Premier ministre, Mandungu Boulanyati, ministre des Affaires étrangères, et c'est ainsi qu'ils ont, par leur sagesse, fait cette histoire-là. Ça n'a aucune référence que non. Etienne Tshisekedi n'a jamais même vu cela. Et on est allé jeter dans la parcelle de Kibasa Maliba. Et c'est Kibasa Maliba qui s'est réveillé, il va non, chef, il y a une lettre ici, c'est l'agrément. C'est cet agrément-là qui existe. Mais l'UDPS ne s'est jamais confié au pouvoir, à tous les pouvoirs illégaux en place, notamment le pouvoir de Mobutu. Donc, ça nous devons le comprendre. C'est ainsi que Etienne Tshisekedi a toujours boycotté tout ça. Il y a par exemple cette histoire-là cette histoire de Sun City. Il a refusé. Bon voilà, c'était ça même l'UDPS, c'est ça. Ça c'est le premier principe. Donc ne pas respecter la constitution qui sont là. Si nous essayons de respecter, comme le dit Franck Djongo, vraiment, nous allons nous induire en erreur. Cette constitution est mise dans le... Parce que nous sommes dans un état spécial, d'ailleurs, nous allons y arriver. Cette constitution-là ne nous concerne pas. Vous n'aviez pas pris les armes, alors en quoi cette histoire vous concerne? Qu'est-ce que vous avez discuté là pour vous donner des pouvoirs, faire des Benyamourengues, des Congolais? Voilà tout ce que vous avez décidé. On ne dit pas que les Benyamourengues... Bon voilà, ça je n'entrerai pas dans cette histoire. Donc, premier principe, c'était ça. Ne pas respecter les choses obsolètes, les textes obsolètes. Deuxième principe, c'est ce qui a fait notre résistance. C'était ne pas respecter les autorités en place. Il fallait aller avec la contestation. Il fallait les contester et de doubler les institutions si possible. Et c'est ça ce qui nous a entraînés. Par exemple, lorsque les Balouba n'ont pas consommé les nouveaux Zaïre, ils ont refusé les nouveaux Zaïre, les nouveaux Zaïre de Birunda, ils ont refusé. Et c'est Kabila qui est venu terminer cette affaire. Ça, c'est le deuxième principe. Donc, ne pas respecter les autorités qui sont... voilà. Si Franck, vous entrez dans la résistance, ne respectez pas Félix. Il y a les autres qui se disent que c'est comme par exemple le Fayoulou qui... Non, si vous êtes dans la résistance, vous êtes dans la résistance. Donc le pouvoir qui est en place, ça ne vous concerne pas, leur loi ne vous concerne pas. Mais si vous entrez dans la... comment on appelle ça? Dans l'opposition normale. Mais l'opposition, il faut que vous soyez ouvert, que vous cherchiez des... Vous pouvez ouvrir la diplomatie secrète, ça existe. Tout ça, voilà. Et le troisième principe, ce que nous avons accepté, c'était de pousser toujours les hommes qui sont en place, de les pousser aux erreurs. Kabila était tout le temps poussé aux erreurs, Mobutu était tout le temps poussé aux erreurs. Voilà pourquoi il était tout le temps appelé par les Nations Unies, parce qu'il y avait toujours des morts. Chaque fois qu'il y avait des manifestations, d'abord, ils n'ont jamais accepté la manifestation de l'UDPS, et l'UDPS a toujours cru de ne pas se référer à eux, parce qu'ils ne reconnaissaient pas leur pouvoir. L'UDPS faisait ses marches, et puis ces jours-là, vous les trouvez dans la rue, ils n'ont pas besoin, parce qu'ils savent bien que vous n'allez même pas leur répondre, et puis ils ne vous respectent pas. Et c'est ça ce qui a fait la force de la résistance. Et si vous voulez faire cette résistance, mais faites-la. C'est là ce que nous attendons. Et puis il faut donner des arguments solides. Donc, compatriotes congolais, voilà un peu quelques principes qui a fait que le peuple ait gagné
Parce que nous avons maintenu le rapport de force. Tous les officiels qui venaient du monde et qui arrivaient en RDC, ils pouvaient voir Mobutu et ils devraient aller à Limete pour voir Tshisekedi. Que cela soit même du temps de Kabila, ils voient Kabila, ils devraient voir Limete. Donc c'était le rapport de force. La résistance, ça pesait au niveau de la RDC. Et cette résistance est arrivée maintenant avec tout ce qui s'est passé. Vous avez connu cette histoire de Genève 11-11, tout et tout, c'est arrivé. Et on a le pouvoir que Félix a reçu en 2018, les dernières élections, c'était 10%. Je vous dis que c'était 10%. Il n'avait pas le pouvoir. Mais il a eu les 10%. Et il a très bien utilisé ces 10%. Ces 10% lui ont permis d'avoir la clé pour ouvrir dans le monde du diable. Parce que c'est là où notre pouvoir était bloqué. Notre pouvoir, la RDC, le pouvoir était dans le monde satanique. Il fallait qu'il y ait quelqu'un pour entrer là. Et Félix a donné sa vie. Il a dit que moi, je donne ma vie et je vais le faire. Moi, je vais être avec Kabila. Kabila, c'est pas mon partenaire, tout ça. Il a eu cette clé-là. Et lorsqu'il est arrivé dans l'enfer, c'est là où il a fait des choses et il est sorti glorieux. Et il est sorti glorieux, c'était le 6 décembre 2020. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a même pas une année qu'il est sorti de ce brasier de l'enfer. Le 6 décembre 2020, c'est alors que Tshisekedi est sorti avec la clé de réussite de 20%. Ajouté avec ce qu'il avait, il a 30%. Les 30%, c'est ça ce qu'il a eu. Après le mariage FCCH. Il a eu ça. Et pourquoi il a les 30%? C'est parce qu'il n'a pas de député. Félix n'a pas de ministre. Bon, s'il en a, si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est parce que c'était un groupe de gens qu'il a trouvé. Il ne peut pas, les députés, il a usé tout simplement de ses moyens pour changer ce qu'il a changé. Mais ce ne sont pas ses députés. Aujourd'hui ou demain, ils peuvent changer, ils peuvent basculer. Bon, Félix a combien de ministres? L'UDPS a combien de ministres? L'UDPS pouvait avoir 80% de ministres. Pourquoi il n'en a pas? Parce que Félix n'a pas le pouvoir. Les gouverneurs, l'UDPS en a combien? Si l'UDPS avait le pouvoir, l'UDPS pouvait avoir, je ne sais pas moi, 26 ou 20 gouverneurs. Il n'en a pas. Donc tout ça, les ambassadeurs, est-ce qu'il en a? Les chefs d'entreprise, non, parce que c'était... Félix n'a pas le pouvoir. Voilà pourquoi il gère très malignement. D'ailleurs, il gère ces 30% alors, de manière alors très sérieuse. Et puis, c'est ça. Et Félix a eu sa chance de rencontrer les gens comme les Mbosso, qui ont compris le combat. Il a rencontré des gens comme les Bati, qui sont très sincères dans ce qu'ils disent. Il a rencontré des gens comme des Jules Lingeti, il a rencontré les Luboyan Kachama, il a rencontré les Fifi Masuka, il a rencontré les Constant Dima. Donc ce sont des gens qui, en fait, sont en train de l'aider. Mais l'UDPS n'est pas encore arrivé au pouvoir. Et Félix ne gère pas les 100% de pouvoir. Et puis les 100%, on ne les gérera jamais. Mais Frank Diongo, il se discute sur base de quoi? En quoi il est dans les problèmes. Donc, c'est ça, en fait, il doit comprendre que Félix n'a pas le pouvoir. Sinon, nous tous, nous devrions être au pouvoir. Nous sommes connus. Mais nous ne pouvons pas déranger. Tout le monde est calme parce qu'ils savent bien que le combat de la résistance n'est pas encore terminé. Ceux qui pensent que le combat a pris fin, non, ce n'est pas ça. Et c'est ça ce que Frank Diongo pense. Et ce sont là les erreurs que je suis en train de voir. Et l'erreur de Frank Diongo, c'est de croire que la lutte de libération a pris fin avec l'avènement de Fachi. Non, N-O-N. Ce n'est pas ça. C'est Sun City qui continue. Ce sont les belligérants qui se sont battus en 2018 qui continuent jusqu'à maintenant. Le gouvernement Samba Lukonde, vous l'avez vu, le Parlement... ce sont des vrais faux, vous le savez. Ça, c'est la plus grande erreur. La deuxième grande erreur, je l'avais dit dans mon message dernier, c'est l'intellectualisme. Frank Diongo raisonne comme un intellectuel. C'est très dangereux, ça. Dans l'UDPS, dans le combat de la résistance, on ne raisonne pas comme ça. Dans la résistance, tu viens avec blanc. Moi, je dis que non, ce n'est pas blanc, c'est rouge.
et je dois te démontrer que c'est rouge. Donc, il faut toujours nier des choses. Et vous avez l'intellectualisme. Félix, lorsqu'il est allé à Genève, je parle de Genève 11-11, il y a eu un travail intellectuel qui a été fait là-bas. Il y a eu des votes très bien là, très simplement, ainsi de suite. Donc c'est Fayoulou qui est passé. Et non, mais l'UDPS, dans l'enseignement d'Etienne Tshisekedi, ils ont compris que non. C'est qu'eux trouvent là blanc, nous, chez nous, nous trouvons rouge. Et ils ont changé les choses. Aujourd'hui, est-ce que Félix n'est pas au pouvoir? Et si l'UDPS avait, prenons par exemple le CNS, si il n'y avait pas eu de massacre, c'est-à-dire si l'UDPS n'avait pas marché le 12 février ou le 14 février, est-ce qu'on allait rouvrir la CNS? Non. Il faut se battre. C'est-à-dire, il faut nier ce que le ministre a fait. C'est Mobutu qui avait, je ne sais pas moi, fermé ça, non, le premier ministre Ngouz. Mais il faut commencer par refuser cela. Voilà ce qu'il a fait. Donc, la résistance, c'est ça, la résistance. Et si l'UDPS avait raisonné comme des intellectuels, Félix ne serait pas au pouvoir. Donc, vous avez compris. Donc, ce sont là les erreurs que Franck Diongue est en train de faire. La première des choses, c'est de croire que le combat a pris fin. Le combat n'a pas pris fin. Le combat de la libération n'a pas pris fin. Deuxième erreur, c'est-à-dire vous raisonnez trop intellectuel. Vous pensez que ce qui était à Sun City, c'est Dieu le Père qui a fait ça. Donc les Congolais ne peuvent pas dire non. Donc vous voyez comment vous raisonnez comme des intellectuels. Et c'est là pourquoi on dit que ce sont les intellectuels qui tuent le pays. Et troisième erreur que Franck Diongue est en train de faire, c'est de pouvoir raisonner avec des émotions. On ne raisonne jamais, on ne fait pas la politique avec les émotions. Franck Diongue, tout le temps, il doit pleurer, tout le temps, il fait ceci, des petites choses là, il flatte, tout ça. On ne fait pas la politique avec des choses comme ça. La politique des promesses, vous avez fait beaucoup de politiques de promesses à comme militants. Vous leur avez promis beaucoup de choses. On ne peut jamais faire la politique avec des promesses. Et maintenant, ce sont ces promesses-là maintenant qui pèsent sur tes épaules. Et Etienne Tshisekedi n'a jamais promis aux combattants que je vous donnerai ceci ou cela. Non. Etienne Tshisekedi dit toujours, vous pensez parce que vous savez pourquoi vous vous battez. Je me rappelle même, il y a une anecdote, là, j'aimerais aussi vous faire partager cela. C'est qu'il y a un ami, c'était lors de la marche là, des chrétiens. Il était là. Il était parmi les premiers, parce que c'est là où il y avait les Mende. Donc, Mende que vous voyez là, c'est un combattant de pointe. Il y avait les Mende, il y avait les Olenga, et tout ça, ce sont ceux-là qui prenaient la première place dans ces marches-là. Alors, il y a un monsieur qui était à l'extérieur, qui appelle maintenant, ce qui est devenu d'ailleurs un ami, il appelle et dit que, mais qu'est-ce que toi tu es en train de faire? Nous sommes en train de voir, on va vous tuer, il n'y a pas, vous devez quitter. Et c'est Mende qui répondra que, vous allez mourir, mais vous ne saurez pas pourquoi vous allez mourir. Mais lui va mourir et on saura pourquoi il est mort. Donc, vous voyez ça. Donc, c'est-à-dire, les gens vont dans l'UDPS parce qu'il est indigné pour quelque chose. Soit, il a terminé les études, il n'a pas d'emploi, il a terminé les études, il n'a pas une maison à louer, il n'a pas ceci, ses enfants, il a mis au monde, la femme est ailleurs, les enfants ailleurs, lui-même dort, tout ça. Donc, il faut être indigné. Et Etienne Tshisekedi n'a jamais donné de promesses à qui que ce soit. Tous les combattants qui vont là, depuis le matin jusqu'au soir, qui sont en train d'écouter ce qu'Etienne Tshisekedi disait, c'était ça ce qui faisait leur force. Personne n'a jamais été promis. Mais Franck Diongue, lui, son problème, c'est de promettre. Voilà pourquoi maintenant il est sur le dos, il a sur le dos tous ces gens qui doivent maintenant, je ne sais pas moi, caser ou faire quoi, je ne sais pas. La deuxième erreur de Franck Diongue, après avoir donné des promesses, c'est la politique de paternalisme. Franck Diongue, soyons là un peu sérieux. La politique de paternalisme n'a jamais réussi. Les Belges l'ont appliqué, ça n'a pas réussi. Mobutu l'a fait, ça n'a pas réussi. C'est vous qui cherchez à enterrer les gens,
qui résolvez les cas de maladie. Oh, ma femme est malade, c'est vous qui devrez se battre pour chercher l'argent. Oh, moi, il y a ceci, j'ai des problèmes au parquet, c'est Frank Diongo qui doit aller là-bas. Mais vous n'êtes pas leur papa. Vous devez faire grandir ces enfants-là. C'est ainsi que dans l'UDPS, on a fait ce qu'on appelle la pyramide renversée. C'est-à-dire que c'est le peuple qui connaît pourquoi il est venu, qui doit résoudre lui-même son problème, parce qu'il est venu de lui-même. Mais c'est vous qui cherchez que vous ayez des militants pour rivaliser avec l'UDPS. D'abord, vous n'allez pas réussir, et puis vous promettez trop, et puis ces gens-là vous prennent pour leur papa. Et ça ne marche pas. La politique ne marche pas comme ça. Vous n'êtes pas leur papa, ils savent pourquoi ils viennent et ils doivent savoir comment résoudre des questions. Au contraire, ce sont eux qui doivent vous aider dans leurs cotisations et tout ça pour que vous puissiez être en bonne santé et les aider à évoluer. Et puis, M. Frank Diongo, la politique de sentiments. Vous avez trop de sentiments. Les gens qui sont morts le 19 septembre 2016, ils vous pèsent dans votre conscience. Ce n'est pas bien. Ces gens-là sont morts et ils sont connus. Et tôt ou tard, ils seront connus. Et votre œuvre termine simplement à ce niveau-là. Mais lorsque vous avez une conscience chargée, chaque fois que vous voyez, ah non, il a laissé la femme, oh, les enfants grandissent et n'ont rien, ainsi de suite, c'est que vous ne savez pas réellement pourquoi alors vous êtes battus. Combien de gens sont dans de sérieux problèmes? Ce n'est pas de cette manière-là. On ne dirige pas le pays avec de telles émotions. Non, jamais. Et il ne faudrait pas aussi croire, en fait, que la constitution que vous voulez défendre, la constitution de Sun City, est supérieure par rapport à la constitution de la CNS. La CNS avait laissé une constitution. Et cette constitution sera mise en place. Ne parlez pas que non, nous nous sommes battus beaucoup à Sun City pour que nous ayons la paix, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous voyons ceci. Non! C'est pas ça. La conférence nationale souveraine a eu à mettre des constitutions. Une constitution avec Marcel Eliaou. Une grande constitution. Ils ont été sincères, honnêtes. Ce n'est pas cette histoire de Sun City où les groupes de gens, de bandits se sont réunis pour faire cette histoire-là que vous appelez constitution, non. Non, Franck. Il faudrait un peu baisser un peu la tête et puis essayer de demander pardon au peuple. Donc, vos erreurs se retrouvent aussi chez beaucoup des hommes politiques. C'est-à-dire, vous pensez que M. Frank Diongo, avant que vous mouriez, vous devez gérer le pays. C'est-à-dire, la résistance se limite à votre génération. Non. Vous, ce que vous devez faire, c'est de poser tout simplement la pierre. Et la génération va continuer. Ce combat de libération a commencé avec Simon Kimbangu. Il était presque quelqu'un d'oublié. Et puis, il y a eu le Lumumba qui, pour peu de temps, il a été tué. Ils pouvaient bien gérer ce pays. Mais ils ont placé des pierres. C'est ça la vie, il faut placer des pierres. Etienne Tshisekedi est décédé. L'UDPS continue. Et grâce aux enseignements de l'UDPS, c'est ainsi que Félix est au pouvoir. Félix ne pouvait pas avoir le pouvoir. L'homme qui était là, c'est Fayulu. Mais l'UDPS, lorsque l'UDPS s'est rappelé des enseignements d'Etienne Tshisekedi, ah non, les choses ont changé. Et voilà, Félix est au pouvoir. Et Félix est en train de bien gérer le pouvoir selon la dimension de l'UDPS. Moi aussi, j'ai été confronté, parce que nous sommes tous des responsables de mouvements politiques. J'essaie et j'aimerais dire aussi à tous les compatriotes qui sont maîtres de mouvements politiques d'éviter de donner des promesses aux collaborateurs. Je n'en donne pas. Je dis que tu es venu, c'est pour ton pays. Voici ma vision. Tu adhères à cette vision, nous sommes ensemble et nous évoluons. Mais ne donnez jamais de promesses. Deuxième, nous devons
nous éviter à nous comporter comme des papas. Donc, son enfant est malade, ah non, président, il y a ceci, oh, sa femme est malade, non, président, il y a ceci, oh, non, je n'ai pas payé les loyers, président, je n'ai pas fait ça. Et vous devez vous battre, vous allez perdre toute votre énergie comme ça à résoudre des problèmes comme un papa. Ça n'existait pas. Et c'est ça en fait ce que j'ai dit. Quelqu'un décédé, vous êtes là pour l'enterrer. Non. Vous devez dire au combat, aux militants, des gens qui adhèrent à votre vision de voir les choses, de ne pas déconnaître leurs limites, de savoir ce qu'ils peuvent vous dire et ce qu'ils ne peuvent pas vous dire. Donc, M. Frank Diongo, ne crachez pas sur votre vie politique. La bataille de 2023 est encore là. Et nous aurons beaucoup de choses à faire là-dessus. Et nous devons comprendre comment nous devons avoir la vraie majorité, où nous devons avoir toutes ces personnes qui sont là, notamment parmi vous aussi, il y a vos secrétaires généraux, tout ça, des gens qui sont là pour se battre, et non qui sont là parce que vous allez les aider pour ceci ou cela. Non. Je pense que c'est cela et nous allons continuer. La Constitution, ne prenez pas ça en compte parce que ça n'a pas vraiment sa valeur réelle. Cette Constitution en cours, ça n'a pas sa valeur. C'est une histoire de bandits. Voilà, c'est ça ce qu'il faut dire. Donc ce que maintenant je vais vous dire, c'est que je suis au point de terminer ce message. Je voudrais simplement faire savoir quelle position nous devons adopter dans l'avenir des choses, si nous voulons bien sûr réussir et gagner. Je demande à tous ceux qui ont, du moins tous ceux qui sont dans la résistance, que nous devons aller par le forcing. Donc c'est la politique du forcing qui reste l'unique stratégie de notre combat pour gagner. C'est-à-dire, il n'y aura jamais de victoire du peuple sans forcing. Le premier forcing, c'est d'éviter toutes les formes de négociation. Dialogue, négociation, éliminer ça de vos têtes. C'est comme là, il y a les gens de Senko, les prêtres, qui sont venus, non, nous devons rencontrer le président. Mais non, vous allez me demander pourquoi. Vous voulez qu'on négocie quoi? Nous sommes dans la logique des choses. C'est la négociation. Il n'y a pas de négociation. Donc ça, si nous faisons ça, nous allons sauver ce pays. Ça, c'est le premier forcing. Éviter des dialogues, des négociations. Deuxième forcing, c'est de reconnaître les résultats issus des églises catholiques. Il y a eu 6 contre 2. Alors, la loi c'est connu, tout le monde, c'est connu aux Nations Unies, comme je vous ai parlé. C'est toujours les États-Unis qui ont toujours été président du Conseil des Nations Unies parce qu'ils sont majoritaires là-bas. Ils ont 3 voix face à 2 voix. La Russie ne fait jamais de problème, d'ailleurs. La Chine non plus ne font jamais de problème parce que c'est clair. Ici, nous avons 6 contre 2. Il n'y a pas à discuter là-dessus. Et les parlementaires, s'ils s'amusent à faire autre chose, eh ben, nous saurons, le peuple va se prendre en charge. Ça, c'est comme ça. Le troisième forcing, c'est de nommer de nouveaux acteurs au niveau territorial. Au niveau territorial, nous avons à peu près, l'ensemble, ça nous fait à peu près 180 territoires et communes et des villes. On doit nommer des cadres territoriaux. Le peuple doit être dirigé. Si on appelle administration du territoire, on ne dit pas administration des politiciens. Ce sont des administrateurs. Ils font l'administration. Ce sont eux qui savent, qui ont la technicité. Ce sont des administrateurs. Mais si vous remplacez vous faites des administrateurs, des politiciens, vous dérangez tout. Donc, vous devez mettre en place les administrateurs. D'ailleurs, j'ai vu le président Félix dernièrement a fait
il y a une formation là des administrateurs, enfin des cadres. Mais ce sont ces cadres-là qu'il faut. Ce sont des cadres que vous allez envoyer. Ce sont des administratifs qu'on peut rappeler au ministère de la fonction publique quand on veut. On peut le ramener là-bas. Ce sont eux qui savent gérer les statistiques, qui savent gérer les élections. Ce sont eux. Ils ne doivent pas être des politiciens. Et le quatrième forcing, c'est d'annoncer que cette constitution n'existait pas. Et que nous sommes ici maintenant dans un régime spécial. Il faut le déclarer officiellement, comme ça les gens vont comprendre et puis nous allons évoluer. Donc le forcing, ça veut dire on évolue avec ceux qui veulent évoluer. On avance avec ceux qui veulent avancer. C'est ça le forcing. Dans la démocratie, le peuple, ou du moins l'individu, a le pouvoir de refuser, c'est son droit. Et il a aussi le pouvoir d'accepter, c'est aussi son droit. Il ne faudrait pas mélanger beaucoup de choses inutilement. Donc, compatriotes congolais, je suis maintenant à la fin de ce message. J'ai parlé que Frank Diongo, c'est un géant. Malgré les déboires qu'il vient de commettre, mettez-vous en tête qu'il est grand, il est géant dans la politique de notre pays. J'ai fait voir aussi que Frank Diongo peut jouer un grand rôle en pouvant organiser les cadres de demain. Je pense que s'il n'avait pas annoncé ses couleurs dans un fanatisme aveugle et faire allégeance à des individus plutôt qu'à des réalités, il serait le remplaçant fidèle de Kitenge-Yezu. Il serait parmi les gens qui pouvaient aider Etienne Tshisekedi à avoir des bons cadres capables d'amener aux élections. Parce que pour aller aux élections, il faut des listes, il faut des gens, il faut peser très fort là-dessus. Donc voilà. Et je pense pour le moment que Frank Diongo n'a pas rejoint la famille de Fayulu, Muzito, même Moubaki, parce que ce sont des gens qui sont déjà dans les fatwas de Félix. Donc, je ne pense pas que Fayulu se mettra en contact, se mettra sur la même table avec Félix. Je ne sais pas. Je connais bien Félix par son père parce que c'est quelqu'un qui est têtu. D'abord, Félix, il est têtu. Hein? Mettez-vous en tête, il ne parle pas beaucoup, mais c'est un têtu. De nature, il est comme ça. Là où il n'y a pas la vérité, là où il n'y a pas l'ordre, là, ici, il a fermé la page, il a fermé. Donc, Fayulu, ne pensez pas qu'un jour, vous allez vous mettre sur la même table avec Félix. Non, c'est impossible, ça n'existe pas. Et je ne pense pas que Moubaki puisse suivre, non, si Frank Diongo puisse aussi suivre cette voie, ce n'est pas une bonne chose. Donc voilà. Compatriotes congolais, nous sommes dans la... Je termine maintenant. Nous sommes dans la vie où nous allons avoir les élections prochaines. Nous devons nous préparer. Vous savez bien que c'est Etienne Tshisekedi, ou du moins Félix Tshisekedi qui est le candidat pour 2023. Nous devons voter pour lui parce qu'il a une intégrité morale et un patriotisme visible et avéré. Félix a montré qu'il a la force, le courage de frayer le chemin même dans l'Europe. Nous avons vu, il est... L'homme, c'est un rassembleur, il a rassemblé la famille, les deux familles qui étaient opposées au Parlement, tout le monde parle la même voix. Félix, c'est quelqu'un qui veut restaurer la paix, et nous l'avons vu au niveau de l'Est, c'est quelqu'un qui est là, et nous l'avons vu aujourd'hui maintenant avec l'ouverture de la RDC au niveau international. Donc voilà, il est candidat valable que nous devons tous soutenir en 2023. Merci, bye.